Alors bonjour et merci d'être venu à cette séance un peu spéciale qui s'est organisée conjointement avec la présentation de l'exposition dans l'amphithéâtre, de l'exposition itinérante que nous avons préparée, Jean-Louis Violot, Éléonore Marantz et moi-même, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en 2018, et dans sa version itinérante présentée aujourd'hui dans le grand hall de l'école d'architecture. Nous allons, au cours de cette séance, parler et montrer les films entretiens que nous avons réalisés pour cette exposition. Et ça va être le moteur d'une discussion ensuite entre nous à propos de cette période 1960-1980 en gros, et surtout la formation des architectes. Vous allez voir que les différents intervenants qui sont sur les films parlent chacun 1 minute, 2 minutes, la conversation s'entrecroise due à la réalisation de celui qui a monté le film, Julien Borel, pour finalement documenter 4 grandes parties. La première partie s'appelle « Refuser l'héritage » et qui parle de ce qu'était l'école des beaux-arts avant 1968. Une deuxième partie qui s'appelle « Tout est politique » et qui montre les grands thèmes de discussion qui affectent la formation des architectes autour de 68. Un troisième film qui s'appelle Renouvellement des enseignements ou nouvelles hypothèses. L'école réinventée. L'école réinventée. Et le quatrième document s'appelle Hypothèses pour l'architecture. Alors, sans plus tarder, donc bien sûr, d'autres étudiants vont venir s'installer une fois que leur plateau repas sera pris, mais nous allons commencer tout de suite pour que, après chaque petit film qui dure 10 minutes, nous ayons un espace de discussion. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors, j'espère que c'est... Il n'y a pas de rideau là, hein, je pense. Alors, il faut dire que j'étais nul au lycée et j'étais heureux à l'école des beaux-arts. Donc les beaux-arts, pour moi, c'était merveilleux. Sauf qu'on vivait dans la misère. En 1945, les locaux, tout était misérable. Et on attendait, mais on acceptait la misère parce qu'on sortait de la guerre. Donc, j'ai critiqué l'école des beaux-arts pour le manque de moyens. L'organisation de l'école des beaux-arts était assez curieuse parce que non seulement il y avait des ateliers à l'école même, c'est-à-dire à Paris, au quai Malaquais, à la rue Bonaparte, mais il y avait aussi de très nombreux ateliers extérieurs dont la dépendance était toute particulière, et en plus des ateliers qui étaient dans les écoles des beaux-arts régionales, qui fait que, je ne sais pas, il y avait peut-être une trentaine ou une quarantaine d'ateliers, il y en avait peut-être une dizaine qui étaient intérieurs à l'école des beaux-arts, une vingtaine extérieures, et puis un certain nombre dans des écoles régionales, qui sont après, bien sûr, devenues les écoles d'architecture que l'on connaît aujourd'hui. Donc les beaux-arts, c'est pas du tout en fait une machine pensante. C'est le résultat d'amabilité, de clientélisme. C'est vraiment un foutoir pas possible. La section architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts, puisque ça s'appelait comme ça, était divisée en 3 groupes. Et A, B, C, le groupe A, c'était les tenants de la tradition, les défenseurs de la place forte Beaux-Arts, et qui occupaient les locaux du quai Malaquais.
l'école des Beaux-Arts proprement dite, entre la rue de Bonaparte et le quai Malaquais. Et puis le groupe B, c'était des architectes plus ouverts à la modernité, mais disons moins engagés, moins radicaux que ceux du groupe C, qui étaient vraiment les architectes du mouvement moderne, qui sont revendiqués. Les étudiants n'étaient pas là tout le temps. Les étudiants à notre époque faisaient la place, c'est-à-dire travaillaient dans des agences, gagnaient leur vie, et c'est pour ça que les études étaient assez longues, parce que la formation se passait d'une part à l'école des Beaux-Arts dans les ateliers, et d'autre part dans les agences des patrons ou d'autres architectes chez qui on pouvait travailler. La demande était forte dans les années 60, on n'avait pas de mal à trouver du travail, on était bien rémunéré, et donc on ne venait à l'école quand on avait passé le concours d'admission que pour le temps du rendu des projets. On apprenait à travailler sur les projets de ceux qui étaient là depuis 5, 6, voire 10 ans. On apprenait en dessinant sur leurs propres projets, mais on apprenait aussi avec eux, en parlant avec eux. L'enseignement du patron se résume beaucoup aux corrections, puisqu'il vient au moment des projets examiner le soir le travail que les gens ont pu fournir. Il passe, suivant les classes, 1 ou 2 fois par semaine. Les salles de cours, c'était pour faire un peu de mathématiques, un peu de descriptive, un peu d'histoire, un peu d'archéologie, mais c'était totalement annexe. J'ai vécu pendant 10 ans dans cette école en ignorant qu'il y avait un cours de théorie de l'architecture, parce que tout était focalisé sur l'atelier et son patron. Dans certains cas, c'était l'administration qui choisissait et nommait le patron. Dans d'autres, c'était les élèves qui allaient chercher leur patron à l'extérieur. On faisait des projets que l'on rendait à l'administration et qui organisaient les jugements, qui étaient des jugements nationaux, où tous les projets des étudiants qui étaient dans les ateliers extérieurs à Paris ou régionaux étaient regroupés et jugés par un seul et même jury national. Ça s'appelait le concours d'émulation. Et quand on avait, entre guillemets, un bon patron, c'est un patron qui était au jury et qui était invité. Alors les patrons intérieurs étaient au jury en permanence et les autres devaient y être de façon plus aléatoire, voire pas du tout. Ce qui évidemment a fait que le système a été très, très vite critiqué par les gens de province qui recevaient un résultat sans savoir pourquoi. Le premier prix avait le premier prix, c'était marqué dessous. Ensuite, il y avait première mention, deuxième mention, c'était marqué dessous. Puis ensuite, il y avait le reste. Et puis des hors-concours hachés. Et on n'avait jamais aucune information sur ce que les membres du jury avaient pu se communiquer entre eux ou communiquer. Et alors, ça a été une révolution lorsque le groupe C, qui était à l'avant-garde des mises en question du statut de l'enseignement des beaux-arts, a obtenu que, et ça c'était vraiment la dernière année, je pense qu'il y ait une phrase sous le projet pour indiquer en gros ce que le jury en avait pensé. Et donc on était dans le mutisme de l'image. Les maquettes sont interdites, des dessins sont en 2 dimensions. On rendait toujours sur des feuilles blanches, des programmes très théoriques, sans site, sans analyse du tout de programme, puisque le principe était de la montée en loge, où on découvrait le programme, et dans la journée, on devait faire une esquisse, qui était le parti qu'on choisissait, et qui devait ensuite guider le projet, au risque à la fin d'être hors concours si on s'était trop éloigné de l'idée initiale. Donc il y avait ce mythe de l'idée géniale que l'architecte doit avoir avant de commencer à travailler, puisqu'on vous la demande le premier jour où vous découvrez le programme. Donc aucune réalité concrète sur la société, sur le contexte, sur la géographie, sur le climat. Donc c'était un enseignement très très abstrait. Jamais un projet de logement, jamais. Que la villa d'un riche propriétaire, le centre congrès mondial des yaourts parfumés, enfin, que des conneries, que des villas Médicis, que des machins comme ça. On ne mettait jamais les gens dans le réel.
ni dans le réel social, ni dans le réel des relations entre eux, ni dans le réel de la production architecturale de l'époque. Le folklore, pour parler ça par le nom des beaux-arts, enfin, cet enseignement-là, c'était pire que tout, quoi. Ça niait l'existence même des êtres. Ouais. Les premières années se faisaient martyriser, on tondait les crânes des garçons en leur faisant une croix gammée sur le crâne et les obligeant à défiler dans tout le quartier latin dans ce genre de forme. Je veux dire, donc c'était vraiment très violent. Des paroles, par exemple, un ancien me disant « Mais tu te marres pas assez, écoute, laisse-toi aller, tu vas te faire tellement chier dans la vie avec les HLM, là, tu as quelques années à t'amuser, c'est bien. » Mais cette conception-là, je la volmissais. Parce qu'évidemment, on imaginait un futur intéressant et pas ce qu'ils appelaient les HLM. Dans cette manière de le décrire. Donc, il y avait beaucoup de bêtises. Et les étudiants, ils étouffaient, littéralement. Ils poussaient des cris pour réclamer un peu d'air, de l'air de l'extérieur. La plupart des gens allaient suivre, enfin pas la plupart, mais un assez grand nombre de gens allaient suivre les cours de construction de Prouvé aux arts et métiers, un soir ou 2 soirs par semaine, ce qui n'était pas une charge fantastique, mais ce qui permettait d'avoir un autre avis, un autre son de cloche, si je puis dire. En s'inscrivant dans les universités, en allant à l'école pratique des hautes études, en ayant des échanges avec l'étranger. Bien sûr qu'on ressentait une pesanteur. L'enseignement traditionnel, il ne nous pesait pas, mais on sentait qu'il y avait quand même autre chose. On s'intéressait à l'art contemporain, on était quand même au courant de toutes ces expériences nouvelles en matière artistique. C'était l'absence totale d'air culturel, intellectuel, scientifique. C'était un système clos où on fabriquait des gratteurs d'agence avec une sélection très farouche pour arriver au cursus honorum qui débouchait au Grand Prix de Rome. Grand Prix de Rome, c'était, je dirais, l'archétype, c'était le symbole de l'excellence, de l'acmé de cette formation. Probablement que l'importance donnée à l'image à cette époque-là nous avait semblé surdimensionnée. Il y avait trop d'importance donnée à l'image. Que dire de ce que l'on voit aujourd'hui dans les revues, hein, si on fait le passage entre ce qu'on a jeté à l'époque, à la fin des années 60, et la façon dont aujourd'hui on arrive à quelque chose qui n'existe qu'à travers une image, c'est extraordinaire de se dire que, dans le fond, on fait pire que ce qu'était l'Académie qui a été rejetée à la fin des années 60. Que dire d'autre ? Voilà, alors c'est le premier extrait dans la catégorie Refuser l'héritage. Donc, je voulais vous présenter Éléonore Marantz, professeure à Paris 1 en histoire de l'architecture contemporaine, et Jean-Louis Violot, professeur en sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Et donc, les deux, nous étions donc co-commissaires pour cette exposition. Nous avons aussi développé un certain nombre d'ouvrages qui sont présentés aujourd'hui et toute la semaine à la bibliothèque, et vous pouvez vous y reporter, ainsi que des documents. Mais je vais vous laisser la parole tous les deux maintenant. Et à vous aussi, dans la salle, les questions, les interventions sont plutôt bienvenues, si vous en avez. Peut-être qu'on peut juste vous dire comment on a fabriqué juste quelques mots sur la manière dont on a fabriqué voilà, pour lancer les choses. Donc c'était important pour nous dans cette exposition, qui était donc, vous l'avez compris, consacrée à la bascule qu'a connue l'enseignement de l'architecture en 68, c'est-à-dire le moment où l'enseignement de l'architecture va quitter le giron des beaux-arts et va se faire dans des
écoles qui s'appelleront les unités pédagogiques d'architecture, qui sont devenues, enfin, qui sont les ancêtres des actuelles écoles. Donc c'était important pour nous de donner la parole à des gens qui avaient été acteurs et témoins de cette histoire, à un moment qui était un moment un peu clé, c'est-à-dire qu'on était 50 ans après 1968. Donc 1968 a déchaîné aussi beaucoup de passions, puis ensuite un certain nombre de mythes. Et on était 50 ans après, à un moment où peut-être la parole pouvait être un peu plus apaisée, un peu plus détachée. Et donc, c'était important pour nous d'inviter ces acteurs à s'exprimer. Donc, on avait sélectionné un panel de 22 témoins, si je me rappelle bien, qu'on avait choisi, bien sûr, pour des bonnes raisons que je ne vais pas vous expliquer comme ça. Donc, une espèce de représentativité qui nous semblait importante. Enfin, voilà. Et donc, on a procédé à des entretiens qui étaient, donc, vous l'avez vu, des entretiens filmés, donc tous sur le même format. C'est-à-dire que ce n'était pas des entretiens où on allait chez les gens. Ça nous est arrivé de faire ça aussi pour préparer cette exposition. Mais là, c'était les entretiens qui étaient destinés à être montrés dans l'exposition. Donc, ça veut dire qu'ils venaient dans le grand auditorium de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et on avait une captation. Et c'est on va dire, des entretiens semi-dirigés qu'on a fait, c'est-à-dire avec une forme de questionnaire, de trame de questions qui étaient à peu près toutes les mêmes, même si bien sûr on a introduit certaines variantes selon les personnes qui étaient en face de nous. L'idée, c'était bien sûr de recouper les thèmes qu'on développait dans l'expo. Caroline vous a dit qu'il y avait 4 sessions, vous allez le voir, c'était les 4 sections de l'exposition. Donc l'idée, c'était de faire émerger la parole autour de 4 thèmes. Et pour votre gouverne, vous venez d'arriver dans cet univers des écoles d'architecture. Sachez bien que ce qu'on a recueilli, c'est une sorte de mémoire des vainqueurs. Il y a une mémoire des vaincus qui a été beaucoup moins explorée. Et nos témoignages sont un peu biaisés dans le sens où c'est une forme d'histoire officielle qui s'est fixée depuis plus d'un demi-siècle, et sur laquelle vous vivez encore. C'est-à-dire qu'il faut vous imaginer des écoles, ils le disent dans leurs témoignages, soumises à Paris, avec une grande école qui était celle de l'école des Beaux-Arts, très prestigieuse, avec une véritable histoire. Là, le témoignage est un peu noir, mais l'école des Beaux-Arts, sa pédagogie avait essaimé à l'échelle de tout le monde occidental. Aux États-Unis, avant que les émigrés du Bauhaus n'investissent les universités américaines, c'était la pédagogie des Beaux-Arts qui dominait. En Amérique du Sud aussi, lorsqu'elle s'est développée. Donc cette école était très prestigieuse. Elle avait son concours d'admission. Ils en parlent un petit peu dans les entretiens. Et en 68, on arrivait à une sorte de blocage, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y avait 2800 admissionnistes pour à peine 2000 intégrés à l'école. Vous voyez, il fallait faire quelque chose. Donc, un concours d'admission, une grande école et un prix de Rome. Ils en parlent aussi dans les témoignages. Le prix de Rome, c'était quoi? C'était le couronnement de la scolarité. Et ça vous donnait, à l'âge de 25 à 30 ans, un accès quasiment garanti à la commande publique. C'est-à-dire que ce n'était pas le séjour à Rome, à la Villa Médicis, qui était intéressant. C'était le retour de Rome. C'est-à-dire que vous arriviez sur 3 ou 4 listes d'agréments, on appelait ça des listes de concepteurs, qu'avaient les ministères constructeurs. Ça veut dire qu'à 30 ans, vous aviez un réacteur au derrière et votre carrière était faite. Vous étiez 10e sur la liste des architectes du ministère des Postes et Télécommunications, 5e sur la liste du ministère de l'Éducation nationale et 15e sur celle de l'Intérieur. Vous alliez construire des prisons. Vous allez en construire à Paris, vous allez en construire à Marseille, vous allez en construire à Lannion, vous allez construire des postes à Brest, comme à Toulouse, comme à Strasbourg, et pareil pour les collèges et les lycées. Et donc, qu'est-ce qu'a fait l'État? Il a voulu libéraliser et décentraliser. Et les architectes ont été à la fois les acteurs et les acteurs consentants et les victimes consentantes de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après 68, on a mis fin, non pas au prix de Rome, mais aux avantages et au prix de Rome. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus cette histoire où, à 30 ans, votre carrière était faite. Et à la place, on a institué la mise en concurrence des individus, des concepteurs, à travers le concours d'architecture. La commande publique a commencé à être dévolue à partir du mi-temps des années 70 par le biais du concours. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a décentralisé. C'est-à-dire que qui s'occupe des écoles primaires? C'est une mairie, n'est-ce pas? Qui s'occupe d'un collège? C'est un conseil départemental. Et un lycée, un conseil régional. Et les architectes ont été les acteurs à la fois victimes un peu consentantes, mais comme toujours dans leur histoire, parce qu'ils sont dominés chez les dominants. Là, c'est un concept de sociologue, c'est-à-dire qu'ils accompagnent la classe dominante, ils mettent en forme ses désirs,
mais tout en ne prenant pas les décisions. Ils n'écrivent pas le programme du concours, ils ne fixent pas le budget, ils ne déterminent rarement le site sur lequel ils vont construire. Et donc, c'est une étape supplémentaire, si vous voulez, de la place de la profession dans la société. Tout comme ils ont mis en scène la bourgeoisie industrielle du 19e siècle, à travers les usines et le Crystal Palace, par exemple. Tout comme ils ont mis en scène l'arrivée de la classe ouvrière dans les grandes villes, avec les HBM. Tout comme ils ont mis en scène le retour des rapatriés d'Algérie, la décolonisation et la fin des colonies et l'exode rural massif des 30 Glorieuses à travers les grands ensembles. Eh bien, ils vont mettre en scène la décentralisation du pouvoir à travers les lycées, comme à travers les centres des congrès, comme à travers les palais de région. Je vous la fais courte, mais grosso modo, c'est l'histoire qui se trame en arrière-plan des témoignages qui vous sont restitués dans ces extraits. Et les architectes ont été, en quelque sorte, pensent être à l'avant-garde d'un mouvement qui les dominait. C'est-à-dire que dans ces témoignages, il y a aussi le témoignage de Florence Contenay, qui à l'époque est une pièce centrale de l'administration, jeune énarque, qui s'occupe des carrières au ministère de la Culture. Et l'administration, il faut bien se rendre compte, était le principal soutien des contestataires. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, la mémoire des vainqueurs a mis en scène cette histoire comme « ouais, c'est nous qui avons tout fait péter ». Pas du tout, c'était beaucoup plus compliqué que ça. La vieille garde, évidemment, celle qui a été vaincue, ne voulait pas laisser la place, mais les jeunes Turcs, on va les appeler comme ça, qui voulaient un peu changer les choses, avaient le soutien de l'administration qui sentait bien que les choses étaient bloquées. Que faire sa carrière d'architecte à 30 ans, alors qu'on a fait une esquisse sur un grand projet sur 10 mètres de long, sur 10 mètres de panneaux de long, ça ne fait pas de vous un bon architecte forcément. Et qu'il fallait un peu revoir ces procédures, et que tout ce qui se construisait en France à l'époque n'était pas de la meilleure qualité. Et on le sait parce qu'on en paye encore le prix aujourd'hui. Donc cette histoire, derrière ces témoignages un peu héroïques, alors moi c'est un peu, si vous voulez, à la longue ça m'énerve un peu, j'aime bien les entendre, j'ai beaucoup d'estime et d'affection pour eux, mais il faut aussi voir ce qui se trame derrière ces témoignages un peu héroïques. Et puis, il y a la mémoire des vaincus qui est souvent oubliée. C'est-à-dire que là, c'est la mémoire des vainqueurs. Mais les vaincus, ils disaient pas... Marot, d'ailleurs. On commence par Marot, quand même. Marot, et on n'a pas assez de vaincus dans nos témoignages, mais c'est une opinion personnelle. Mais, par exemple, je viens de lire sérieusement les souvenirs de Pierre Dufaux, un architecte qui voulait être architecte, les mémoires d'un architecte qui voulait être architecte. Et il dit bien, lui aussi, comment il apprenait son métier en dehors de l'école. Comment il n'a pas appris grand-chose, au fond, à l'école. En fait, des discours qui se voulaient contestataires étaient peu ou prou partagés par l'ensemble du monde étudiant, qui avait compris. Alors, les uns acceptant bon gré mal gré qu'il fallait apprendre le métier en faisant la place dans les agences. Il y a toujours eu ce lien compliqué avec la profession. Hein. Si vous êtes en L2, L3, vous commencez à le comprendre. Si vous êtes en master, vous l'avez compris. Il y a toujours eu ce lien compliqué. Et à l'époque, c'était à peu près communément admis que le métier, ça prenait pas à l'école, qu'à l'école, on faisait autre chose. Et puis il y en avait qui s'accommodaient très bien, comme Pierre Dufaux, de cet état-là, et puis les autres qui voulaient changer l'école et la faire accéder peu à peu au canon de l'enseignement supérieur. Donc voilà, pour aller bref, pour planter le décor en arrière-plan. Juste pour expliciter une chose que vous a dit Jean-Louis, de manière un peu elliptique, entre guillemets, quand il a dit qu'il y avait le soutien de l'administration, c'est qu'effectivement, en réalité, il y a eu la rupture de 68, mais il y avait une réforme qui était en cours. Et elle avait été initiée déjà en 1962. D'ailleurs, je ne sais plus qui parle des trois groupes. C'est Kézanne qui parle des trois groupes d'ateliers. Donc effectivement, à partir de 1965, il va y avoir une réorganisation déjà dans l'école. Et en réalité, et d'ailleurs Jean-Louis a beaucoup travaillé là-dessus, et ça a été un des premiers à le mettre en lumière de manière très claire dans ses travaux, c'est que, c'est vrai, c'est que en réalité, quand la rupture de 68 arrive, la réforme est prête, elle est prête à passer, et presque, si vous voulez, le fait qu'il y ait mai 68 va faire que ça va un peu retarder la mise en œuvre de la réforme. Et c'est exactement la même chose dans l'enseignement supérieur d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est exactement pareil. Il y avait une réforme de l'université qui était aussi prête à être actée, et en fait, il va y avoir 68. Une fois que cette rupture de 68 aura eu lieu, de toute façon, on ne pouvait pas faire autre chose que changer les choses. Je voulais juste insister aussi sur le fait que un des sous-textes aussi que l'on entend dans ces témoignages, c'est aussi l'observation que certains de ces personnages avaient pu faire dans des séjours à l'étranger. Par exemple, Pierre Clément, lorsqu'il parle de la question du jury et du fait qu'il n'y avait pas un jury qui vous explique pourquoi votre projet était bon ou votre projet était hors concours. Il faut savoir que Pierre Clément avait
été aux États-Unis et observé pour réaliser un numéro spécial de la revue Melpomène, je crois, sur l'enseignement. Il avait été observé la façon dont cela se passait, les jurys. Et nous l'avons bien vu avec un certain nombre d'étudiants. La question des étudiants autour du professeur, devant le projet, et l'étudiant qui explique ce qu'il a voulu faire, c'était des situations pédagogiques qui n'existaient pas ou peu à l'école des Beaux-Arts dans les années 60. Et donc, on va le voir plus tard. Et pour prolonger, juste avant qu'on passe le second extrait, ce que disait Éléonore, il faut bien réaliser que les architectes, ils ont déchiré leurs habits en public en 68. Et ils ont sauté à l'élastique, je dirais sans élastique. Je m'explique. Ce qui se passe, je ne sais pas où vous en êtes, Armand, d'un rapprochement éventuel avec l'université. Il a lieu à Nantes, il a lieu à Grenoble, il a lieu à Lille. 50 ans, 60 ans après ces événements. Pourquoi? Parce que les architectes, je vous disais tout à l'heure, ils avaient tout. Ils avaient leur concours d'admission, ils avaient leur grande école et leur prix de Rome et leur lien avec l'institut, l'académie et la profession d'une certaine manière. Ce serait trop long à expliquer. Et ils vont casser tout ça. Ils vont tout péter pour atterrir nulle part. Les médecins, ils ont fait mai 68, comme on dit, puisque ça fait un demi-siècle, mais il y a beaucoup d'équations sur lesquelles on vit toujours. Le vrai chamboulement de société, il se joue à ce moment-là. Ils ont fait mai 68, les médecins, mais ils ont gardé leur numerus clausus. Ils l'ont même renforcé en 1971, d'où les déserts médicaux qu'on connaît aujourd'hui. Et eux, pourtant, ils étaient à l'université déjà depuis 1958, depuis les CHU, Robert Debré. Les magistrats, ils ont fait mai 68. Il y a même un syndicat célèbre qui en est issu, le syndicat de la magistrature, très ancré à gauche depuis près d'un demi-siècle. Mais leur ENM, qui a ouvert ses portes en 1967 à Bordeaux, sous le crayon Guillaume Gillet, elle est toujours là. Leur grande école, ils l'ont gardée. Les architectes, ils ont cassé leur numerus clausus, leur grande école, et ils n'ont pas atterri à l'université. Alors que l'université, à ce moment-là, à Dauphine, à Vincennes, dans les universités expérimentales nées de la réforme d'Edgar Faure, qu'évoquait Éléonore, on faisait des départements de psychanalyse, de théâtre, d'art plastique, d'urbanisme. Mon Dieu, ça aurait été simple de faire un département d'architecture. Il suffisait d'un décret. Ils sont restés dans une sorte de marais barométrique pendant très longtemps. Vous savez, ça fait que depuis 1993, par exemple, que les enseignants des écoles d'architecture sont fonctionnaires. Il a fallu 25 ans, par exemple. Donc c'est une drôle d'histoire. C'est à la fois héroïque et c'est à moitié malheureux comme histoire. Vous voyez ? Donc on va passer le deuxième extrait et on aura encore une série de commentaires et surtout préparez et gardez en mémoire vos questions pour qu'il y ait un peu d'interaction entre vous et nous. Les années 60, c'était des années d'une intense imbrication, en tout cas, ainsi que je les percevais, lycéens puis étudiants, entre culture et politique. Et qui notamment était caractérisé dans ma génération, dans mon groupe, parce que ce n'était pas le cas des étudiants en architecture les plus bornés, qui était caractérisé par un intense appétit de culture, dans un Paris où la recherche en sciences sociales, la littérature, le cinéma et les protagonistes de toutes ces disciplines étaient extrêmement présents. On avait nos vies d'étudiants. Et c'était formidable dans le sens où on rencontrait des quantités d'étudiants étrangers, d'autres étudiants étrangers. Et c'était l'époque donc des dictatures grecques, mais aussi d'Amérique latine. Donc j'avais de nombreux amis sud-américains, mais espagnols, enfin, etc. C'était le Franco aussi à l'époque. Donc notre conscience politique se formait, se constituait. À travers la fréquentation de ces étudiants internationaux, si on peut dire. La bataille contre l'enseignement a commencé autour de 65, 67, enfin bien avant, avec la création des ateliers extérieurs. Donc on sait que l'orage grondait dans les écoles des Beaux-Arts, puisque un certain nombre d'étudiants plus intellectuels que les autres, plus militants, politiques,
avait commencé à refuser, et était parti d'ailleurs dans ses ateliers extérieurs, et avait commencé à refuser l'enseignement très centré sur l'esthétique et sur la fonctionnalité de l'école des Beaux-Arts. Le mouvement de mai en architecture, dès le début, s'est doté d'une charte, on a appelé ça la motion du 15 mai, etc., où il y avait un contenu pédagogique relativement précis, critique de l'atelier, demande d'intégration à l'université, en finir avec l'apprentissage par répétition au profit d'un apprentissage par critique méthodique, rationnelle. Et donc, on était nombreux là, plus ou moins engagés politiquement, mais à être d'accord avec ces principes, disons, de réforme pédagogique. Alors on n'était pas les premiers à le dire, hein, ça se disait déjà depuis des décennies. Périodiquement, il y avait quelques commissions qui étaient mises sur pied. Il y avait effectivement des propositions, soit du ministère de la Culture, soit des étudiants, soit de la profession. Donc il y avait déjà un ferment de volonté de faire évoluer l'enseignement qui était fort présent. Compte tenu du contexte des années 60, du grand nombre d'étudiants qui sont arrivés à l'école à ce moment-là, il est clair que ça a donné un élan considérable à tous ces mouvements. Les choses étaient mûres. Et je pense que, de toute façon, Malraux, lui aussi, le savait parfaitement. Et une part de son administration. Max Carrien le savait aussi. Il savait que c'était un système qui était au bout du rouleau. Hein, au bout du rouleau. Bon, maintenant, évidemment, pour pouvoir en venir à bout, il fallait qu'il y ait la rupture des événements, l'occupation des Beaux-Arts, avec le fait qu'en plus, les Beaux-Arts parisiens, en tout cas, ont été un des lieux majeurs du mouvement de 68, puisque avec l'atelier d'affiches qui a été inventé en relation entre les étudiants en art plastique, enfin en art normalement, hein, bon, et les étudiants en architecture. On était un petit groupe à avoir été à Nanterre dès que ça a commencé, c'est-à-dire début de mars. En s'intéressant à ce qui se passait là-bas, et les liens existaient, et donc ça a contribué à la présence de l'école. Le mouvement du 22 mars est venu s'installer dans la cour du Mûrier pendant, dans le courant avril. Bon, ces jeunes étudiants étaient bagarreurs, stupides, voulant au début supprimer le nom d'architecte et le nom d'architecture, hein, complètement ridicule. Et nous avons réussi à leur dire que s'ils continuaient comme ça, nous on partait. Les vieux cons, comme ils nous appelaient, nous partons et nous vous laissons dans votre tristesse. Bien sûr, il y a ceux qui parlent de l'enseignement futur, qui sont sérieux, qu'on appellera les réformistes, et qui ne sont pas vraiment dans ce mouvement de l'atelier d'affiches et de toute cette exubérance, si vous voulez. Bah, moi, en une journée, j'ai trouvé ça détestable. J'ai des copains, ils ont mis 2 mois, 3 mois, 6 ans, et toute leur vie quelquefois, pour comprendre que c'était détestable. Ça peut être que positif. On chamboule tout, on fait des débats, etc. On fait des AG. Quelquefois très grande, en plein air, dans la grande cour de l'école. Donc c'était jusqu'au moment où la police nous vire à coups de pied. Pas d'une violence terrible, hein, mais quand même, on ne s'est pas laissé sortir comme ça. La grande cour de l'école des Beaux-Arts, c'était vraiment un forum et on admirait la façon dont les leaders de mai 68 ont manipulé les élèves. Ils étaient très, très doués. Mai 68, c'est une grande ouverture et aussi un grand rétrécissement de la pensée parce qu'il y a
des groupes, au fond, insupportables, pour moi en tous les cas. Voilà. Qui, voilà, une espèce de façon de voir la politique, tout sauf généreuse, enfin bref, catastrophe. Vous savez, dans cette époque, il y avait les maoïstes avec 2 branches, il y avait les trotskistes avec une branche principale, 2 branches aussi trotskistes, les lambertistes et puis ceux de la JCR de l'époque. Et il y avait les communistes. Et donc on s'engueulait pas mal. C'était joyeux, quelquefois un peu stupide aussi. Il y a un comité vide ordures qui interdit, vous avez entendu parler de ça peut-être quand même, qui interdit que la lecture de journaux d'architecture dans l'enceinte de l'école, des trucs comme ça, déconnants. Mais je tombe sur un enseignant extraordinaire qui s'appelle Swetchin, qui parle de développement durable. Ça a été l'enterrement de la réforme de l'enseignement, parce que le propos des artisans de mai 68, c'était de dire n'importe comment, le problème c'est pas l'enseignement de l'architecture, c'est la réforme de la société. Ça n'était pas du tout d'actualité, pas du tout en mai 68. On était dans une fête et on ne... Je sais même pas si on avait conscience que ça allait pas durer. Mais enfin, cet intermède, on pensait qu'il aurait des prolongements. Notre grande revendication, c'était il faut penser. Bon. Vu qu'on avait le sentiment d'avoir passé des années à coller au motif. C'est bédant. Les étudiants en 68 étaient dans une situation très paradoxale, parce qu'en même temps, ils voulaient acquérir des armes pour mieux faire de l'architecture et en même temps, ils déniaient l'intérêt de l'architecture parce qu'on leur avait montré une image de l'architecture qu'ils détestaient en fait, qu'ils avaient détruite en l'analysant, en commençant par tous ses défauts. On disait surtout ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas être les larbins d'un système qui avait pu produire, voir le faire. Voilà. Ça, on ne voulait pas. On ne voulait pas devenir des agents. Enfin, on ne voulait pas devenir ce qu'on est devenu. Bon, on ne voulait pas devenir ce qu'on est devenu. Voilà. Donc, deuxième session. Avez-vous des réactions? Voulez-vous prendre la parole, vous exprimer? Oui. Non, une question. Donc, Guillaume Nicolas, je suis enseignant dans l'école. Une question, c'est mai 68, c'est pas que les étudiants, l'intelligentsia, c'est aussi quand même les ouvriers, etc. Et est-ce que dans les entretiens, est-ce que ça c'est quelque chose qui apparaît et sous quelle forme, quoi? Parce que là, on a l'impression que c'est un peu un entre-soi des étudiants, alors manipulés ou orientés par des groupes politiques qui seraient extérieurs, hein, enfin qui viendraient, c'est ce qui a été dit à un moment. Et est-ce qu'à un moment donné, voilà, il y a un lien concret, physique, avec des ouvriers, le mouvement ouvrier, quoi, et qu'est-ce qu'il en a été, quoi? Alors, peut-être je peux dire qu'on ne les a pas interrogés vraiment là-dessus. Donc, c'est normal que ça ne vienne pas forcément dans leur réponse, même si vous verrez qu'après, tout à l'heure, quand dans les hypothèses pour l'architecture, la question quand même de construire pour la société, avec la société, en lien avec les usagers, c'est une des grandes revendications quand même de cet héritage-là. Mais en dehors de ça, il y a quand même un point de jonction qui se fait aux Beaux-Arts, qui ne concerne pas que les architectes, mais qui concerne aussi les artistes, qui est l'atelier populaire, c'est-à-dire là où il y a la production des affiches de l'atelier populaire, qui en réalité vont fournir des images que l'on connaît tous, hein, de ces images de 68, qui vont venir aussi servir la cause des ouvriers, entre guillemets, et servir à ça. Donc le point de jonction, il se fait là, on va dire. Peut-être un autre point de jonction, je dirais, c'est qu'après 68, ou au moment 68, les enseignants ont senti la nécessité d'aller faire des cours à l'extérieur, dans la ville. Et il y avait ce qu'on appelle des cours sauvages. Par exemple, le philosophe historien Bruno Kezan allait faire des cours à Belleville
avec cette idée que c'était pour les élèves architectes, mais ça pouvait être aussi pour les gens qui étaient autour. Mais aussi avec des enseignements, par exemple autour des bidonvilles de Nanterre ou des lieux qui allaient être démolis. Et il y a eu, par exemple, une expérimentation de reconstruire une maison du peuple non loin de Paris, avec les aides des étudiants, mais pour la communauté portugaise de la banlieue parisienne. Donc l'idée d'inventer des projets situés, grandeur nature, avec des vrais matériaux, avec des charpentes préconstruites dans l'enceinte de l'école des Beaux-Arts, amenées en camion et monter les étudiants avec la communauté portugaise de cette zone parisienne, par exemple. Donc là, il y avait une sorte d'action directe, grandeur nature, pour offrir une maison du peuple qui pouvait servir pour faire des repas, pour faire de l'alphabétisation et tous des services sociaux de ce genre. Et dans tous les univers sociaux, au moment des événements, il y a un triple mouvement en général. C'est-à-dire, on observe une généralisation des revendications, une politisation et une radicalisation. Et chez les footballeurs, par exemple, les footballeurs sont en grève. Alors ils disent le football aux footballeurs. C'est le moment, par exemple, où on pense que les agents qui commencent à s'introduire dans la profession n'ont pas le lieu d'être et que les footballeurs doivent se prendre en charge. C'est anecdotique, mais ils auraient pu dire un ballon pour tout le monde aussi, mais c'est une autre histoire. C'est le moment où la plupart des professions, des corps institués, le Festival de Cannes aussi est perturbé, tous les univers sociaux sont perturbés de la même manière, et particulièrement les univers artistiques et culturels, par ce triple mouvement, généralisation, politisation, radicalisation. Et ça conduit souvent à inverser les hiérarchies. C'est-à-dire à dire, par exemple, c'est un peu en filigrane du discours des acteurs, que tout est architecture et que tout le monde est architecte. Il y a une sorte de tendance à... par exemple, c'est le moment où les écrivains sont à la Société des gens de lettres et déclarent que tout le monde est inscrivain. Alain Jouffroy met ce slogan sur les murs, nous sommes tous des inscrivants. Nous pouvons écrire sur les murs nos propres pensées. Et il n'y a pas de séparé, il n'y a pas de profession écrivain par rapport à n'importe qui est capable d'écrire. Et chez les architectes, et c'est ce que Caroline décrivait, il y a cette idée qu'on se réalisera vraiment en architecte qu'en niant sa propre condition d'architecte. Il y a une forme de négation ultime dans cette montée en relief. Donc après, oui, il y avait le monde des ouvriers qui a réagi tout à fait différemment des univers culturels. Mais dans les univers culturels et intellectuels, il y a ce triple mouvement. Et puis le monde des ouvriers, c'est une autre histoire, beaucoup plus compliquée, avec des formes d'encadrement différentes et des temporalités même différentes. Parce que dans les univers artistiques, ça va continuer longtemps, toutes les années 70 au fond, vont être la chambre d'écho de ces événements. Chez les ouvriers, il y a quand même les accords de Grenelle, ça change un peu la donne. C'est quand même pas tout à fait... Il y a ce mouvement-là, mais il n'est pas décelable aussi bien que dans les professions intellectuelles et artistiques. Mais du coup, juste une petite question en lien avec ça, c'est-à-dire que ça n'interroge pas, ça a été évoqué dans les premiers entretiens, mais ça n'interroge que très peu la question de la production matérielle de l'architecture, la question du monde du travail, du monde du chantier. En tout cas, c'est pas ça qui est porté dans... Disons que les cours sauvages et puis les enseignements, par exemple, de l'UP6, dont on a quelques traces et qu'on avait rassemblés pour l'expo, montrent bien qu'on parle du chantier, on parle plus de projet. On ne veut plus du tout de projet d'architecture après 68, dans les écoles du moins, qui sont dans le mouvement de la contestation, qui vont être créées donc en décembre 1968 et qui vont ouvrir leurs portes en janvier 1969. On parle du chantier, on parle des 3 morts par jour dans le bâtiment, on ne parle pas du tout de Mies van der Rohe, dans ces années-là. Et on ne fait pas de projet. Il faut bien savoir, plusieurs premiers élèves de ces fournées m'ont donné leurs archives, c'est des travaux d'enquête sociologique, il n'y a aucun dessin. Comme il y a eu l'université expérimentale de Vincennes, vous avez compris que la réforme était en marche. Il y a eu aussi une école d'architecture expérimentale qui était celle de Marseille, qui à partir de la rentrée 67 expérimente justement une autre pédagogie. Et dans cette autre pédagogie, bien entendu, les 2 premières années, c'était des années où on disait des années sans dessin, et c'était des sessions où on allait faire de l'enquête de terrain, de l'enquête sociologique, avant même d'avoir l'idée de faire du projet, donc de l'analyse de situation,
à la rigueur de la programmation, on va dire, tout un exercice intellectuel. Hein, donc voilà. Mais après, je suis désolée, je pensais à d'autres formes de pensée ou d'expérimentation de modèles pédagogiques. Je ne sais pas, à l'origine, les grands ateliers de l'île d'Abo, c'était des lieux de formation et des architectes et des ouvriers de la construction qui ne sont plus du tout ces questions-là, mais ces points de rencontre dans le champ de la mais fabrication. dans ces initiatives, il n'y a pas la volonté de remettre en question la division du travail. Et c'est ça qui se passe en 68, mais au risque de se nier soi-même. C'est-à-dire que si l'architecte, et ça, libre à vous d'interpréter ça, chacun à votre manière par rapport à vos préoccupations, là où vous en êtes, mais si l'architecte perd son savoir spécifique, à quoi servira-t-il et pourquoi sera-t-il payé dans la division du travail? Parce qu'on n'a pas aboli la division du travail. On a souhaité, on a imaginé, on a rêvé l'abolir, mais elle est revenue dès le mois de juillet. Mais en tout cas, il y a quand même une vraie volonté chez les enseignants et chez les étudiants d'avoir contact avec les matériaux, les maquettes à l'échelle 1, de produire apprendre en faisant des bâtiments qui puissent être utilisables et servir la société. Alors, ça a été des exemples assez réduits, mais néanmoins, c'était quand même présent dans les nouvelles formes d'enseignement. Et cela, ça prenait aussi en considération des modèles qui avaient été aussi développés. C'est-à-dire, dès 1965, à l'université de Yale, aux États-Unis, on construisait des bâtiments pour des catégories de population nécessiteuses, on pourrait dire. Hein. Et c'est un modèle de pédagogie que reprendra par la suite Rural Studio, par exemple, dans les années 1990. Mais c'était déjà développé à Yale en 1965, de réaliser des bâtiments qui pourraient être utilisés par les communautés. Oui, bonjour, c'est Isabelle Soto, architecte-ingénieure et actuellement en doctorat. J'avais une question par rapport à l'approche à la technique, parce qu'on parle aussi de cette période comme un essai de se rapprocher, rapprocher l'art et la technique qui avaient été traditionnellement séparés. Oui. Alors bon, le seul exemple qui me vient à l'esprit actuellement, c'est le travail des cours de construction, par exemple, les cours de construction au sein de l'école des Beaux-Arts. Il y a une thèse à ATE, donc, qui traite de cet aspect-là, et l'évolution des cours de construction entre 1920 et 1930 jusque les années 70. Et c'est évident que dans les années, à la fin des années 50 et jusqu'en 1975, il y a une vraie, avec Georges David Emmerich par exemple, avec des exemples aussi venant de l'étranger, l'idée de comprendre les systèmes constructifs en réalisant des structures grandeur nature, par exemple. Hein. Mais la relation à la technique, c'est peut-être plus complexe, tel que vous l'exprimez. C'est plus complexe. C'est la relation à la technique, c'est quand même la question de la standardisation, la question de la préfabrication, toutes ces questions-là qui étaient traitées par certains des enseignants qui avaient des ateliers au sein de l'école des Beaux-Arts. Par exemple, Marcel Lotz, je pense, avait un atelier, ou encore d'autres. Et c'était des enseignants qui étaient choisis pour leur lien avec la technique, l'architecture et la technique. Mais c'était quand même une des grandes revendications, enfin, c'était une des grandes... vous avez vu dans le premier slave d'entretien, toutes sortes de critiques qu'on adressait à l'école des Beaux-Arts, qui d'ailleurs parfois sont un peu exagérées par certains de nos témoins, parce qu'en fait quand on regarde très précisément les choses, la manière dont ça se passait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand Roland Castro dit jamais aucune maquette, etc., c'est pas vrai. En fait, quand on regarde dans les années 60, il y a des maquettes qui sont faites à l'école des Beaux-Arts pour des diplômes ou pour autre chose. Mais c'est vrai que c'était pas une pratique généralisée, on va dire ça comme ça. En tout cas, la question de la réalité constructive, c'était
un des terrains sur lesquels les élèves des Beaux-Arts se sentaient vraiment en difficulté et pensaient que leur formation ne leur suffisait pas telle qu'elle était donnée aux Beaux-Arts. Donc effectivement, d'ailleurs, on a vu, ils disent que certains vont fréquenter les cours de Jean Prouvé. Jean Prouvé donne des cours au CNAM entre 1958 et 1971, qui étaient des cours du soir. Et effectivement, beaucoup d'architectes de l'époque vont y aller, et aussi d'autres personnes, des techniciens du bâtiment, etc. Et puis, mais il y a quand même quelques initiatives, et effectivement, ce cours de construction, qui est notamment donné par David George Emmerich, et d'autres initiatives qui, effectivement, essaieront de favoriser aussi l'idée d'un contact qui, pour vous, est plus évident peut-être aujourd'hui dans les études telles qu'elles se font, c'est-à-dire du learning by doing, c'est-à-dire de construire soi-même, d'expérimenter soi-même des formes de construction structurelle, on va dire, et la matière, etc. Mais c'est vrai que c'était quand même une des lacunes qui était pointée, cette question de la dimension constructive de l'architecture, qui n'était, selon les étudiants, pas assez abordée. Et ensuite, toute une partie des revendications qui sont exprimées ici vont être métabolisées par le monde des architectes. C'est-à-dire qu'il y aura des expériences d'autoconstruction, d'une part. D'autre part, il y aura des expériences autour de l'écologie et des matériaux. Et il y a des expériences d'outre-Atlantique qui vont devenir des références, le Sea Ranch par exemple, à l'époque, le rôle nouveau de certains matériaux. Et puis, cette volonté de renverser les hiérarchies, d'inverser dominé-dominant, ça va donner aussi une forme d'architecture qu'on va ranger sous une étiquette générique qui s'appelle le postmodernisme, mais qui est typiquement un jeu, fondamentalement, sur le savant et le populaire et sur les hiérarchies culturelles. Et donc, ce gros sac va mettre du temps à se clarifier, mais durant toutes les années 70 jusqu'au mi-temps des années 80, ça va être assez fertile en termes de retraduction par les architectes de ces grandes injonctions, de cette grande volonté de casser les idoles. Le problème, c'est quand on casse tout, après, il faut reconstruire. Et donc, ça va durer une bonne quinzaine d'années ensuite. Mais il y a tout un tas d'expériences, c'est assez fertile. Très bonne transition. Oui, vous pouvez poser. Et après, tu viendras, Claire, pour les... C'était juste, j'ai pensé aussi au fait que c'est dans cette période, un peu 10, 20 ans après, que la figure de l'architecte-ingénieur se met aussi en place, et les doubles cursus, etc. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que c'est une figure c'est très reconnu au sein des agences d'architecture, l'effet d'avoir cette double formation. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose, peut-être, par rapport à la technique qui reste... Là aussi, c'était un choix. Par exemple, il y a eu d'autres choix qui ont été faits en Europe. C'est-à-dire que tout à l'heure, Jean-Louis vous a dit très justement que le système des beaux-arts, il avait essaimé dans tout le monde occidental. Mais par exemple, en Allemagne ou par exemple en Suisse, tout de suite, il y a eu l'idée de l'école polytechnique, c'est-à-dire qui intégrait beaucoup plus cette dimension d'ingénierie ou de technicité de la pratique, et qu'il a conjugué vraiment à l'enseignement de l'architecture. Mais c'est vrai qu'en France, ce n'était pas le cas. Il n'y a eu ni la Polytechnique, ni l'université, en fait. Voilà. Merci. C'est pour mettre le... Mais il faut penser aux questions les plus jeunes. Si je dois simplifier, l'importance de l'étudiant. Avant 68, il y avait un académisme à l'intérieur desquels on devrait se plier aux règles pour exister. Mais 68 fait de l'individu les personnages. Moi, de ce que j'en ai connu et de ce que j'ai entendu dire des années précédentes, il n'a pas changé l'enseignement d'architecture en 68. Il est né. Il y a eu la mise en place des unités pédagogiques par André Malraux, qui visiblement était très content de pouvoir donner un coup de pied dans la fourmilière. Il rêvait depuis qu'Aérien d'organiser autrement et d'une façon plus intellectuelle. C'était qu'à un certain niveau intellectuel, André Malraux. C'était pas donc il pouvait bien voir le côté extrêmement vulgaire de ce qui se passait dans les écoles d'architecture, l'abaissement. Enfin, ça n'empêche pas des personnalités intéressantes, mais c'était quand même
assez terrible. Donc il y a eu la suppression du concours. Un afflux incontrôlable de jeunes bacheliers qui entraient librement dans les écoles au début. Après, il y a eu des contrôles, mais bon. Et finalement, on s'est trouvé avec une marée de jeunes qu'on a été obligé d'admettre en n'ayant pas les mètres carrés pour les loger. Aux gens qui sont dans les beaux-arts, on leur propose de s'organiser pour faire ces fameuses unités pédagogiques d'architecture qui ont été proposées par Bernard Huet. Donc, les gens doivent s'agréger en groupes où les gens s'auto-choisissent. Hein, ils ont chacun la liberté de se choisir et de fonder un enseignement qui doit être proposé ensuite au ministère. Ce qui a été très positif, c'est d'avoir fait éclater l'école des beaux-arts en 23 morceaux et que chaque province a une certaine autonomie. Et, bon, moi je voulais que toutes les écoles soient autonomes. Alors il faut discuter de tout, il faut discuter de qu'est-ce que c'est qu'être architecte, quel type de formation on va donner, en combien d'années les gens doivent être formés, est-ce qu'on doit prendre des modèles sur le modèle universitaire ou sur les modèles des écoles d'ingénieurs, etc. etc. Le foisonnement de la pensée a été d'une richesse absolument incroyable. Et pas uniquement à l'école des Beaux-Arts, c'est pas uniquement un phénomène parisien, mais dans des écoles comme Marseille, comme Grenoble, comme Toulouse, je crois aussi comme Nancy, il y a eu des fleurs qui ont éclos, pour utiliser le langage maoïste. 1000 fleurs, 100 000 fleurs. La parole, l'écrit, la langue, le discours se sont introduits dans le système ou dans le domaine de l'architecture à côté de l'image. Ce que je retiens de ce moment d'enseignement, c'est celui de liberté. C'était celui de liberté et celui de lecture, de beaucoup de lecture et de beaucoup de travail. S'il y a une différence par la suite, c'est justement qu'il y avait un désir de vestir, de lire, d'être dans la rue aussi, mais l'un n'empêchait pas l'autre. On s'est battu pour l'horizontalité, c'est-à-dire qu'on avait envie de faire les choses tout de suite, d'expérimenter tout de suite, de réaliser tout de suite. On a conçu un atelier de photogravure et de mise en page. On avait du matériel, on avait une table lumineuse, un agrandisseur photo, etc., pour fabriquer tous ces films négatifs qui servaient ensuite à insoler des plaques offset. Et c'est là qu'on a fait 2 revues, ZZZ, ça s'appelait d'ailleurs l'atelier ZZZ, qui était dans les loges. Et donc, vous voyez, c'était ça la liberté qui a changé dans l'école, c'est-à-dire on faisait ce qu'on voulait. Retroussez les manches, mettez les mains dans le cambouis et on y va, on avance. Ce qui a été avancé, bien avancé, c'est l'ouverture sur la recherche, qui n'existait pas auparavant. Alors qu'est-ce que c'est que la recherche en architecture? On continue d'en débattre, mais néanmoins c'est se mettre dans une posture intellectuelle où on étudie son objet avec les procédures, disons, intellectuelles partagées par les autres milieux de l'intelligentsia, quoi. Et donc ça, quand même, ça a été un grand bénéfice de la lutte de mai 68 que d'enfin avoir une institution de la recherche. Il a fallu 68 pour que les architectes commencent à estimer que c'était légitime d'enseigner les sciences humaines. Donc de raconter la transformation du monde, l'industrialisation, le développement des grandes villes, les questions sociales, économiques et comment tout ça, eh bien, avait engendré toute une série de pensées de l'architecture nouvelle et non pas un mouvement moderne, contrairement à ce qu'on dit encore aujourd'hui.
Je dirais que ce qui se passe après 68, c'est une transformation démographique, une transformation sociologique du corps enseignant. Le corps enseignant pyramidal avait déjà été transformé à l'École des Beaux-Arts avec la multiplication de postes d'assistants, y compris en sciences humaines et sociales. Mais c'est une vague considérable de transformation, et donc arrivent des enseignants plus jeunes, qui ont des parcours plus complexes, qui ne sont pas les esclaves des patrons qui gouvernent les ateliers. Le problème, c'est que chacun est venu avec sa propre culture sans s'interroger sur le rapport qu'il pouvait y avoir entre sa discipline et l'architecture. Donc ça n'a pas été problématisé. Tout d'un coup, on a recruté 1000 personnes. Donc ces 1000 personnes, c'est essentiellement notre génération. Donc les gens sont passés de l'école comme étudiants à l'école comme enseignants. Et c'est une génération qui est restée 30 ou 40 ans, qui a complètement repensé l'enseignement par rapport à la recherche, par rapport à l'ouverture à d'autres disciplines. Il est clair que les sciences sociales ont joué un rôle très important dans cette reformulation. Paneret, en 1973, a revendiqué la formation de 8 cours à l'école de Versailles, qui était basée sur une conviction entièrement à la Tafoury quand même. Pour Tafoury, c'est assez simple. L'histoire, c'est le lieu du débat sur l'architecture. De Paul, qui avait quelques années de plus que moi, nous a beaucoup marqué, un certain nombre d'entre nous, parce que il a parlé d'anthropologie, il a parlé de Lévi-Strauss, il a parlé d'Henri Lefebvre et de Raymond. Donc tout ça, effectivement, était tout à fait intéressant, chose qui n'existe plus, franchement, aujourd'hui. C'est un champ qui est un peu déserté, alors qu'il y a des écoles très, très puissantes sur les sciences humaines en France et qui sont malheureusement assez ignorées par une contre-réaction qu'il y a eu sur cette question. J'étais convaincu de l'idée qu'il y avait de grandes transformations de la société, qu'on allait devoir affronter des problèmes complexes au point de vue urbain, et qu'aussi il nous fallait des outils nouveaux. Avec Huette, les choses étaient mises sur la table, on savait ce qu'on avait à faire, on commençait par ça, l'étude du contexte, l'étude du site, l'étude du terrain. Pourquoi il avait besoin d'un géographe, besoin d'un sociologue. Là, on sentait qu'on avait on aidait vraiment, on assistait le processus du projet architectural. C'était très bien de considérer que l'enseignement du projet, c'est une façon de révéler des personnes et pas forcément des profs. Il me semblait que la fonction d'un enseignement de l'architecture n'était pas de faire partager ses propres façons de faire, mais d'ouvrir les étudiants à la diversité des postures de conception qui pouvaient être celles des, appelons-les, les grands architectes. J'avais mon atelier, l'atelier Schweitzer, je n'étais pas le maître qui a imposé son architecture. Au contraire, je n'ai jamais présenté mes œuvres à mes élèves. Jamais. L'enseignement a besoin de la dimension charismatique. On a besoin d'un maître. Voilà. Et les maîtres, on ne les a pas trouvés. Alors, ce que ça a changé, ça a été une espèce de désenchantement, de sociologisation, puis les gens sont partis, voilà. Et il y a eu énormément de gâchis, j'ai envie de dire tout simplement, de gens qui ont été désenchantés. Voilà, donc... Est-ce que vous êtes désenchanté? Est-ce que... Il est moins 10, est-ce que vous voulez qu'on passe le quatrième ou est-ce que... C'est pas mal, non? Oui. Parce que c'est quand même oui. sur... Alors, si vous voulez... Oui, alors en fait, peut-être qu'on va passer tout de suite... Sauf s'il y a une question. Le quatrième, parce que c'est un peu la conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait pour l'architecture, tout ce mouvement. Et donc, je pense que c'est intéressant d'entendre cette partie-là.
L'idéal nouveau qui se forme ou qui se forge dans les discussions aux Beaux-Arts résulte de beaucoup de frustration des jeunes architectes travaillant en agence, frustration devant le spectacle de la production française, à la fois les grands ensembles et les grands bâtiments publics des débuts de la Ve République, frustration surtout ou rejet du mode de pratique en agence dominant, aspiration utopique à d'autres formes de pratique, volonté de ne pas être dans le commercial, volonté de faire une architecture plus expérimentale, au service du peuple, entre guillemets, pour certains. L'héritage, c'est d'abord une transformation radicale, quand même, du rapport enseignant-enseigné, une transformation... l'idée que l'architecture plonge dans tous les éléments de la société et que si on ne les comprend pas, on peut pas devenir un très bon architecte. Enfin, je veux dire que c'est devenu banal de le penser pendant très longtemps. Je sais pas si on le pense encore aujourd'hui, mais en tout cas, pendant très longtemps, on a pensé qu'il fallait être cultivé. Et quand on regarde d'ailleurs l'attitude des architectes très reconnus, on voit très bien que leur rapport au savoir est premier. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant très très souvent leur rapport au savoir plus que des références de maîtres à penser, architecturaux, je veux dire. Les années 70, c'est des années de passage à l'acte. Le passage à l'acte multiple, de construction des programmes pédagogiques, ce sont les premiers concours d'architecture ouverts auxquels participent de jeunes architectes sortis soit des nouvelles écoles, soit diplômés autour de 68 et qui étaient déjà, je dirais, dissidents par rapport à l'enseignement des beaux-arts. C'est le début aussi, c'est un moment de publication très intense avec des revues qui sont des plateformes à la fois pour la redécouverte de l'histoire et pour la compréhension d'enjeux professionnels et pour l'exploration de scènes étrangères. Je pense évidemment à Architecture Mouvement Continuité, après Boudon sous la houlette de Jacques Lucan et Patrice Novian. Je pense à l'architecture d'aujourd'hui avec les 3 ans de la direction de Bernard Huette. Donc il y a un milieu qui est un milieu pédagogique, je dirais culturel et aussi professionnel. Donc là, il y avait quand même une espèce d'impulsion pour, d'une certaine manière, mettre dans la culture architecturale ce qui s'était passé au début du XXe siècle et ne pas en rester à pour ou contre Le Corbusier. Il s'est confirmé et conformé à une figure d'architecte intellectuel avec des architectes comme, je m'en souviens, UP6, Nézo, Grandbach, etc., qui n'étaient pas des professionnels, mais qui voulaient devenir des gens du métier. C'est là qu'on pouvait voir cette distinction entre métier et profession. C'est-à-dire, pour nous, l'ordre des architectes, c'était la profession, exercer la profession d'architecte, mais le métier, c'était le savoir-faire à partir d'un savoir. C'est une génération qui est un peu double, parce qu'il y a des créateurs et il y a des chercheurs. Dans le même temps, sont nées des vocations de chercheurs qui ont écloses quand on a lancé les premiers appels d'offres. Je crois que le premier appel d'offres, ça doit être en 74, 74. Et là, on a levé le couvercle et des miracles se sont produits. Voilà. Il faut se souvenir que Castro, son slogan de jeune architecte, c'était « On veut construire ». Parce que la commande, il faut se souvenir, elle était quand même très réservée aux grands qui étaient en place. Donc certains étaient des patrons de l'école d'architecture et d'autres non. Mais c'était pas facile d'entrer dans la commande publique. Dans la commande privée, ça chacun peut essayer de se débrouiller, mais la commande publique, donc ces nouveaux programmes de logement, des grands équipements, etc., c'était inaccessible pour les jeunes. D'où la mise en place des concours PAN, plan architecture nouvelle, le plan construction, etc. L'État a mis en place
sous la pression, je dirais, de la base architecturale, des procédures qui ont permis de réserver une part de la commande publique à ces jeunes. En tout cas, tous les archis qui, dans les années 74, 73, 74, autour d'un plan architecture nouvelle qui est le numéro 7, ont gagné. L'héritage, c'était que des 68 arts, et ils ont fait quand même le retour à la ville. Ils ont décrété la fin des objets célibataires, la fin de la pensée de l'objet seul, et là, au contraire, la relation avec les autres. Donc, le retour à la ville, c'est le cheminement que 68 a produit, avec la suppression du prix de Rome en plus, qui étaient ces grands dessins absurdes. Je ne pense pas qu'il y a une sorte de correspondance automatique entre mai 68 et réalisation architecturale. La rupture, elle est politique. J'avais été alerté sur ce problème par Bruno Zevi, que j'avais rencontré dans les années, début des années 70 à Rome, et qui me disait, oui, c'est très bien ton mai 68, mais en architecture, ça n'a rien donné. Il me dit, regarde, les jeunes soviétiques, ça a donné le mouvement constructiviste. Les mouvements de contestation en Allemagne, après la guerre de 14-18, ils font le Bauhaus. Hein. Et vous, après 68, qu'est-ce que vous avez fait? Et il n'était pas loin de penser même, vous avez fait le postmoderne. Il y a eu un retour à la ville, vachement intéressant. Et à partir des années 80, il y a eu à nouveau le retour de l'objet, il y a eu le look, l'arrivée de la parure sur les bâtiments, il y a eu une espèce de néo-modernité éclatante qui a un peu réabruti le système en remettant les archis dans leur cadre. Quand l'architecture a plus grand-chose à dire, elle se met à fabriquer que pour elle-même, quoi. Alors l'art pour l'art, ça marche pas, quoi. Voilà. Sans sens, on fait pas, quoi. Voilà. Le sens, c'est simplement de regarder les gens vivre. Hein. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Voilà, il suffit de regarder, quoi. La France continue à être le pays qui fait les meilleurs logements d'Europe. Ça, c'est pas simplement pour moi. Mais par exemple, quelqu'un qui a étudié avec moi, il sait qu'un logement, c'est très important. Et qu'il y a des choses à respecter. Par exemple, d'abord programme, après fonction, et après forme. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'architecture, ça passe par l'essence. Ça passe par... il faut avoir un cœur de boniche pour faire de l'architecture. Voilà, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et moi, je ne crois pas beaucoup au dur dans l'architecture. Et je vois que les gens qui ont fait le plus de grandes barres, de machins comme ça, ils avaient quelque part quelque chose. Voilà. Je pense que c'est vraiment c'est la question de la sensibilité dont on ne parle pas beaucoup. C'est un peu la question clé. On ne parle pas beaucoup parce qu'on fait du béton. Alors ça a l'air d'être le contraire, quoi, de la sensibilité. Mais il faut être sensible au monde, quoi. Ici, je pense qu'on ne peut pas faire d'architecture si on n'a pas... C'est pour ça qu'il faut voyager, il faut voir du monde. Je pense que c'est la clé, quoi. C'est surtout cette espèce d'ouverture vis-à-vis du monde extérieur, mais tous les mondes extérieurs, quoi. Je pense que l'aspect de la générosité et du décloisonnement reste important. Je ne pense pas qu'il ait fait des dégâts, je veux dire. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de qualité, de nouvelles façons de regarder et une façon de concerner les gens, de décloisonner aussi socialement. Enfin, l'idée est là, elle a existé un petit peu. Alors certains disent que c'est une utopie. On peut toujours dire que c'est... Je pense que c'est important.
volets. Alors peut-être avons-nous 1 ou 2 minutes pour laisser la parole peut-être à Jean-Louis Violot et Léonore Marante soit à la salle. N'hésitez pas. Est-ce que vous étiez au courant de cette histoire? Comment vous réagissez par rapport, surtout à vous? Oui alors... Bon, je me présente d'abord, Jean-Claude Schmid. J'ai été à l'atelier R. Ferret en 1962, à l'Être Saint-Maclou. Donc j'ai vécu toutes ces années-là. J'ai eu mon diplôme, le premier diplôme passé à Rouen et non plus à Paris. Mais ce que j'ai perçu dans la première partie, j'aurais pu le dire, parce que faut savoir qu'à Rouen, il n'y avait pas d'université quand je suis venu étudiant. L'école, c'était à peu près 80 étudiants. Ceux qui arrivaient pour présenter l'admission, c'était 5 étudiants, 10 étudiants quand c'était une bonne année. Donc on était quand même dans une grande misère. À cette époque, le ministère des Affaires culturelles donnait une subvention à la ville de Rouen pour financer l'atelier. Et donc les profs étaient recrutés par la ville de Rouen avec des salaires de misère. Alors tout à l'heure vous parliez des maquettes. J'ai jamais eu de maquette moi avant 66. Parce qu'entre 62 et 66, il y a eu quelques tentatives qui ont été faites, qui n'ont pas eu beaucoup de succès, qui ont été abandonnées. Mais je me souviens d'une tentative où on nous avait fixé un site particulier, la boucle de Moisson, pour un projet. Jusque-là, effectivement, il n'y avait jamais de site. C'était un projet du groupe C, en effet. Oui, parce que nous, on a été rattachés au départ au groupe A, les tenants de la tradition, puisque Aretsch était architecte de la ville de Rouen à ce moment-là. Et donc, vous aviez parlé aussi des jurys. À un moment, certains avaient fait le calcul. Ils n'auraient même pas eu le temps de mettre une phrase sur les panneaux qui avaient été exposés. Puis ils avaient fait le calcul que ça représentait à peu près 1 minute 10 devant chaque projet quand le jury passait. Et j'aurais des tas d'anecdotes. Et ça, c'est à l'adresse des plus jeunes. Imaginez un studio où vous avancez votre projet tout le long du semestre et il n'est pas jugé par vos enseignants. Il est jugé par d'autres enseignants que vous ne connaissez pas à Paris. Et bon, je ne sais pas comment vous voyez cette époque, qui pour vous, évidemment, c'est un truc de boomer, et encore un truc de pré-boomer, parce que les catégories d'âge sont parfois élastiques. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais c'est juste pour faire rebondir peut-être la salle, c'est-à-dire que nous et vous, enfin nous ensemble, on a quand même vécu NSA en lutte, qui est aussi partie de cette école, de cet amphi. Il y a quand même plein de choses qui nous ont traversé quand on s'est posé ces questions-là, sincèrement, qui ont été dites là. Enfin moi je trouve que ça faisait beaucoup d'écho, donc il y a peut-être des choses parmi vous qui, de votre expérience, quoi, depuis votre expérience, vous pouvez peut-être en dire des choses. Dans les entretiens, bon, bien sûr, là, c'est monté, donc il n'y a pas l'intégralité, mais Pierre Clément, à un moment, dit, en fait, il faudrait qu'il y ait un mai 68 tous les 20 ans, une sorte de reset, c'est-à-dire on appuie sur le bouton et on réfléchit ensemble et on réinvente quelque chose. Bon, voilà. Oui. Ça pouvait être... La grève que vous avez vécue, c'est toujours on apprend toujours des choses, on ne perd pas son temps. Je ne sais pas quel parallèle vous pouvez faire entre le printemps dernier et celui-ci. Et celui d'il y a 60 ans. Enfin, je me faisais une réflexion, c'est que ces architectes, on les a ensuite connus comme enseignants, en fait. On les a... Et donc, en même temps, c'est des gens... Il y a eu cet effet de table rase, et en même temps, c'est des architectes, des enseignants extrêmement cultivés. Donc, je voulais aussi essayer de comprendre comment ils s'étaient cultivés en dehors de l'école. Je trouve qu'il y a aussi cet effet un peu
d'autodictat, enfin peut-être le voyage. Et ça, c'est quelque chose qui doit concerner tous les étudiants. Vous savez, s'ils ont autant misé sur le facteur intellectuel à ce moment-là, c'était une manière aussi de se reclasser. Parce qu'à force de faire de la mécanique et de la reproduction, eh ben, vous êtes forcément déclassé dans la chaîne de production. Alors dans le paysage, ça donne les grands ensembles, et dans les agences, ça donne la reproduction des cellules d'un même appartement. Et leur idée, c'était d'interroger la conception et de réintellectualiser la conception, en effet, en la cultivant et en lisant. Et c'est toujours fondamental pour une profession créatrice d'insister sur l'aspect théorique, sur la lecture, sur la culture. Sinon, vous deviendrez un exécutant comme les autres dans la chaîne de production. Et ça donnera une forme d'architecture aussi. C'est aussi en se cultivant sur l'histoire. Alors après, vous voyez, il y a, par exemple, Kézanne dit ouais, ça a donné le postmoderne. Oui, certainement, avec beaucoup d'erreurs. Une sorte de maladie honteuse, une sorte de secret de famille chez les architectes, dont on ne parle pas trop, qu'on met un peu sous le tapis. Mais c'est bien parce qu'ils ont lu de l'histoire, qu'ils ont redécouvert l'histoire de l'architecture et qu'ils se sont réinterrogés sur le rapport aux usagers, qu'ils ont tenté, maladroitement certainement, dans plein d'occasions, de faire des architectures autres que celles du moderne systématisé et répété. Ça s'est appelé Poste, ça aurait pu s'appeler autre chose, ça s'appelait Poste. Ce qui est intéressant dans cette série de films-là, c'est que déjà, ils sont historiquement datés. D'abord parce que la plupart des protagonistes que nous avons interviewés, là, en 2017, sont morts aujourd'hui. Ginette Batty, Roland Castro, Monique Eleb, Jean-Louis Cohen, Schweitzer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, aussi, historiquement daté, parce que les questionnements, par exemple, de Sarfati sur la question de l'image, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'on appelle le environmental turn, ou le tournant environnemental, où les étudiants peut-être travaillent beaucoup plus maintenant les matériaux biosourcés, les questions énergétiques, etc. Ce qui se faisait peut-être beaucoup moins il y a 10 ans ou 15 ans. Et Sarfati parlait d'un moment où il était encore enseignant, c'est-à-dire il a arrêté en 2004 par exemple. Donc cette série d'entretiens, finalement, assez rapidement, devient aussi un témoignage historique sur cette époque. Et si on devait à nouveau refaire une série d'entretiens sur les enseignants d'aujourd'hui, par exemple, ou les enseignants qui ont enseigné il y a 15 ans dans les écoles, on aurait d'autres types de témoignages. Et donc ça, c'est intéressant sur la rapidité à laquelle, finalement, les dispositifs pédagogiques évoluent, bougent. Et puis, quand il dit quel est le vrai... enfin, on pourrait dire quel est le vrai apport de mai 68, et je dirais peut-être justement ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il est évident qu'entre 69 et 74, dans les écoles, l'enseignement sur l'environnement, l'enseignement sur l'écologie, l'enseignement sur les matériaux, les structures légères, était très présent, et ça a disparu ensuite dans les années 80. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, avec les enseignements sur le développement de l'enseignement à l'échelle 1, les expérimentations autour même des ateliers à l'île d'Abo ou d'autres, les questions sur l'environnement, le grand paysage, le grand territoire, c'est peut-être finalement l'héritage de cette période 68 et aussi de cet apport, j'allais dire, les transferts culturels qui ont pu se produire avec les enseignements qu'il pouvait y avoir aux États-Unis, avec Ian McCard au département de paysage de Philadelphie, et on le voit de façon très importante combien l'enseignement du paysage est maintenant très important dans le champ ville et territoire, par exemple. Donc, voilà. Et l'autre apport de 68, et ça vous regarde aussi, je pense, notamment après les événements de l'année dernière qu'on vient d'évoquer, c'est la réflexivité.
C'est-à-dire que c'est la prise de conscience de la place de l'architecte, que l'architecte en occupe lui-même dans la société. Et il ne faut jamais oublier d'analyser au plus juste et au plus fin d'où vous parlez. Il y avait un de ces vieux proverbes de 68 qui est « D'où parles-tu, camarade ?» C'est l'idée de toujours savoir où on se situe exactement dans la chaîne de production, dans la fabrique de la ville. Et vos enseignants, s'ils ont été nommés au poste qu'ils occupent pour vous enseigner quelque chose, c'est parce qu'eux-mêmes ont fait cet effort et continuent de le faire dans leur pratique. Et vous, c'est la position qui vous sera normalement dévolue dans justement la fabrique de la ville. C'est cette réflexivité, savoir d'où vous parlez, à quel moment de civilisation, dans quel état des ressources, dans quel monde vous vous trouvez. Et de ne pas faire les choses machinalement. C'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent intellectuel, c'est un bien grand mot, etc. En fait, peut-être pour conclure et clore la séance, nous pouvons vous inviter, enfin, vous allez personnellement ou en groupe regarder cette exposition qui reste encore que seulement quelques jours à l'école. Il faut prendre le temps de lire les panneaux, de regarder le matériel iconographique que nous avons proposé. Vous pouvez réécouter ces entretiens par le système de QR code qui est présent sur les murs. Vous pouvez réécouter parce que peut-être qu'on ne perçoit pas bien la première fois. Et puis, vous pouvez aussi passer du temps à la bibliothèque. Les documentalistes ont fait, je les remercie, un grand effort pour mettre à disposition à la fois les recueils de concours de l'École des Beaux-Arts de 1958-60, les documents importants du début des années 60, tout comme les ouvrages récents sur l'histoire de la formation des architectes dans ces années-là, ici, je vais dire en France comme à l'étranger. Voilà. Donc nous vous remercions vivement. Une question. Est-ce que l'enseignement de l'architecture en France est toujours le seul enseignement qui ne fait pas partie de l'université? Parce que je crois qu'en Europe, on est les seuls à ne pas faire partie de l'université. Alors, comme disait Jean-Louis tout à l'heure, c'est plus tout à fait vrai quand même. Hein, parce que déjà, il y a des écoles qui se sont vraiment rattachées institutionnellement à l'université. Et puis, il y a des pratiques universitaires qui ont, j'ai envie de dire, migré vers les écoles. C'est-à-dire que l'autre héritage de 68, c'est quand même la recherche, c'est-à-dire la mise en place d'un doctorat en architecture. Hein. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même une forme de porosité qui s'est installée. Toujours la culture. Oui, la tutelle est toujours la culture, mais ça restera toujours une équivoque, en effet. Après, le doctorat en architecture, on peut en discuter des heures. Qu'est-ce qu'un doctorat en architecture? Je me souviens, Henri Siani m'avait répondu, pour moi, un doctorat en architecture, c'est Alvaro Siza. Et il avait ses raisons, et tout à fait légitime de dire ça. Mais il n'y a pas de réaction. Les réactions pourront se faire peut-être en petits groupes, dans les séminaires, la pause. Voilà, et à la pause. Dans les autres cours. Et puis, et puis aussi, peut-être dans les travaux, hein, les étudiants peut-être pourront s'emparer de ce matériel pour produire des travaux pour la fin du semestre. Voilà. Merci. Merci. Merci.